tout le monde et bienvenue donc au webinaire Les Lumidacieuses mettent en lumière le sport au féminin. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'éducation et comment casser les stéréotypes de genre. Donc, je vous remercie à tous d'être aussi nombreux, connectés et à l'heure. Donc, je vous propose de démarrer avec ce merveilleux panel que j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Donc, mesdames, je vous laisse la parole pour vous présenter. Allez-y, Béatrice, puis Nicole, Aurélie et Vanessa. Bienvenue. C'est par ordre de l'âge, je les ai bien compris. Donc, de la plus ancienne à la plus jeune. Mais ce n'est pas grave, j'assume complètement. Donc, Béatrice Barbus, C'est que je me suis trompée, hein. j'assume. Donc, Béatrice Barbus, 55 ans, oh là, je vais y arriver, vice-présidente déléguée de la Fédération française de handball et sociologue de métier, puisque j'ai un métier, puisque ma fonction à la fédération est bénévole. Nicolas Barre, donc privilège de l'âge, je pense que c'est moi. J'ai créé l'association Liberté aux joueuses. Voilà, je suis maintenant dans une situation de conférencière en auto-entrepreneur sur justement l'égalité femmes-hommes et particulièrement centrée depuis le début sur effectivement l'importance du sport et sur l'éducation des enfants et sur la capacité à interrompre la reproduction des stéréotypes de genre. Ah, t'as pas ton micro ouvert, Aurélie. Ah, c'est en mettant les écouteurs, ça a sauté, ça commence bien aussi, on cloue le bec. Bonjour à tous et à toutes. Aurélie Bresson, j'ai fondé le média Les Sportives il y a 5 ans, le premier magazine de sport féminin, et je suis également présidente de la fondation Alice Mia depuis octobre dernier, donc la fondation européenne en faveur du sport féminin et de la reconnaissance d'Alice Mia. Et à côté, j'ai un métier, oui, c'est bien de le rappeler. Je suis directrice conseil dans une agence de communication. Bonjour à tous, donc moi c'est Vanessa Tomazeski. Je tiens un blog sur le marketing du sport depuis 4 ans qui s'appelle Champions du Digital. En parallèle de ça, je suis depuis 3 ans à mon compte, donc freelance spécialisée dans le social media et le sport, et plus particulièrement le football. Donc j'accompagne des marques, des clubs, des agences, des médias sur leur stratégie d'influence et sur les réseaux sociaux, et principalement sur TikTok. Vraiment, je me suis spécialisée sur TikTok depuis 1 an. Et en parallèle de ça, je fais aussi, je donne des cours dans les écoles sur tout ce qui est sport business, social media. Je fais aussi partie du réseau des influenceurs de la FIFA, on va dire. Et je suis assez active pour essayer d'aider à développer le football féminin. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Vous voyez qu'on a 4 parcours intéressants et riches qui vont donc amener un débat et une discussion intéressante avec des points de vue partagés, mais surtout avec cet objectif de partager avec vous des actions, des possibilités pour œuvrer pour casser ces stéréotypes de genre. Donc, je vais donner la parole à Béatrice parce que je pense qu'en tant que sociologue, on va peut-être reprendre la base. Mais que veut dire casser, en tout cas, que veut dire les stéréotypes de genre et pourquoi on en parle aujourd'hui? De quoi parle-t-on? Alors d'abord, que sont les stéréotypes de genre? Donc, très simplement, ce sont des caractéristiques que l'on attribue à une personne en raison de son appartenance à un groupe social particulier. Donc ici, quand on parle de stéréotypes de genre, ce sont des caractéristiques qu'on attribue à une femme tout simplement parce qu'elle appartient au sexe féminin. Donc on lui attribue, c'est une personne, elle est de sexe féminin, donc elle doit se comporter comme toutes les femmes. Ces catégories qu'on attribue à certaines personnes en fonction de leur appartenance, donc là, au genre féminin, ce sont des catégories, ce sont des caractéristiques qui, bien souvent, et c'est là où c'est le problème, qui sont stables et qui produisent des règles que nous ne devons pas transgresser. Car si on transgresse ces stéréotypes de genre, la transgression a toujours un prix. Le prix peut être divers et varié, ça peut aller de la moquerie toute simple à l'insulte, ça peut être des railleries, ça peut être de la stigmatisation, et puis ça peut aller jusqu'à, bien entendu, l'exclusion de ce groupe. Et donc, ça passe pour, en ce qui concerne les stéréotypes de genre et le stéréotype de genre féminin, ça peut passer par dire à quelqu'un ce que, à peu près, je pense, un grand nombre d'entre nous ont entendu. Toi, tu fais un sport de mec, tu n'es pas une vraie fille, tu es un garçon manqué, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a une transgression puisqu'on fait preuve de moquerie ou en tout cas de raillerie. Ce sont des images également, les stéréotypes de genre. Dernier élément qu'il faut avoir en tête,
c'est que ce sont des images qui sont ancrées dans notre imaginaire collectif, mais aussi notre imaginaire individuel. Et ce sont ces stéréotypes de genre qui, bien souvent, donnent naissance à ce que l'on appelle dans le langage courant des clichés, des idées préconçues que l'on peut avoir donc sur des personnes, avant même d'ailleurs de les connaître, tout simplement parce qu'elles appartiennent à une catégorie, là ici, de genre, c'est-à-dire le genre féminin. Donc, il y a des stéréotypes de genre qui sont accolés au genre féminin, comme il y a bien entendu des stéréotypes de genre qui sont accolés au genre masculin. Et chacun, en fonction de son sexe, masculin ou féminin, doit essayer de respecter le plus possible ces règles, au risque, sinon, comme je l'ai dit, d'être considéré comme transgressif ou transgressive, et donc d'être stigmatisé, voire exclu de cette catégorie par l'intermédiaire de moqueries, de railleries, ou par la mise à l'écart lorsqu'on est en communauté. Donc, ces stéréotypes de genre ont une influence importante sur la façon dont les uns et les autres, et les unes et les autres, nous nous construisons, parce que ça peut effectivement provoquer parfois de l'autocensure. Je ne vais pas me lancer à faire, par exemple, de la boxe ou du football, puisqu'il y a Nicole ici avec nous, ou du football, parce que je vais transgresser la norme qui veut qu'une fille ne fasse pas un sport dit masculin, mais un sport plutôt gracieux, où on va mettre en avant tous les stéréotypes de genre, la grâce, la douceur, l'esthétique, donc plutôt la danse, la gymnastique, le tennis éventuellement. Donc là où il n'y a pas de contact, là où le corps n'est pas trop déformé par l'activité physique et sportive, et où il y a une distanciation donc avec ou l'adversaire ou avec des appareils de musculation, etc. Voilà les stéréotypes de genre, dans ce qu'il faut comprendre dans ce que je suis en train de vous dire, parce que ce sont des caractéristiques qui souvent sont des catégories stables. Les stéréotypes de genre ont tendance à nous enfermer dans des cases, donc, et empêchent certaines personnes de sortir de ces cases. Et autrement dit, peut-être d'être eux-mêmes. Et c'est là où les stéréotypes deviennent dangereux, y compris sur le plan de la santé psychologique et mentale, parce qu'il y a des gens qui, à 30, 40 ans, peuvent regretter de ne pas justement avoir fait certaines choses pour avoir trop respecté justement ces stéréotypes de genre. Donc, il y a derrière des enjeux collectifs, bien évidemment, mais il y a aussi des enjeux personnels en termes de bien-être, tout simplement. Voilà, j'espère avoir expliqué le plus clairement possible ce qu'on doit entendre par stéréotype de genre. Donc, l'enjeu principal, et ce pourquoi nous sommes ici, c'est si à partir du moment où on souhaite donner accès à tous les sports, à tout le monde, qu'on soit une petite fille ou un petit garçon, eh bien, il faut savoir casser ces stéréotypes de genre, savoir les dépasser et éventuellement, bien évidemment, alors peut-être les faire carrément disparaître, mais en tout cas les faire évoluer, ça c'est une certitude. Merci beaucoup et je vous propose de passer à un exemple d'une sportive qui avait un message à nous passer aujourd'hui sur ce sujet. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est d'être libre et de refuser qu'on nous enferme dans une condition. Et surtout, le plus important, c'est de refuser de s'enfermer soi-même dans une certaine condition. Parce que quand, par exemple, le monde extérieur nous dit « alors toi, tu es une femme et tu pourras faire que ça » ou « toi, tu es noire », donc si d'une certaine manière on y croit, on va avoir un comportement dans notre vie qui va répondre en fait à cette condition limitante. Si d'une certaine manière, je crois que parce que je suis noire, je dois faire plus que les autres, alors oui, je vais faire plus que les autres, mais je le ferai pas parce que moi, je l'ai décidé. Et ça permet pas d'être heureux. Parce qu'on vit pas son propre rêve. On vit dans une case. On vit enfermé dans une condition. Alors je crois qu'il faut faire preuve de courage pour résister à ça. Et signer ses propres accords avec soi-même. Et bien sûr, dans ce monde, il y a du racisme, il y a de la misogynie. Il faut débattre. Il faut mettre en lumière les structures de domination. Mais une fois qu'on l'a fait, je pense qu'il ne faut pas se priver de ses rêves. Moi, je suis pas venue au monde pour me justifier d'être noire, ni même d'être une femme. Moi, je suis là pour vivre ma vie, pour vivre mes rêves et pour rayonner. Juste pour rayonner la lumière de la vie, en fait, qu'il y a en moi. Parce que finalement, tout le monde rayonne pour les autres. Et moi, mon chemin, ça a été de me défaire de mes croyances, d'aller à la rencontre de mes peurs. Et après ça, finalement, je me sens libre. Voilà. Voilà. Donc, merci. Donc, c'était un témoignage de Melvin Deba. Clairement, alors, comment faire évoluer les mentalités? On parle de l'éducation, c'est-à-dire comment, via l'éducation, on peut faire évoluer ces mentalités.
Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager de votre expérience, Nicole? Alors déjà, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. Déjà, comme l'a expliqué Béatrice, les stéréotypes s'imposent autant aux filles qu'aux garçons. Il faut que ce soit clair. Parce que ça commence dès la conception, dès le ventre de la maman, dès la première respiration. Les unes et les uns vont recevoir leur petite touche, leur petit paquet, et à part des milliards de sollicitations de tous leurs environnements, pour être justement dans un groupe et en accepter les contraintes de ce groupe. Par contre, ce que je voudrais ajouter, c'est que pour les filles, pour les femmes, pour les petites filles, les femmes, c'est encore plus handicapant, c'est encore plus enfermant, c'est encore plus une limite. Alors, ils sont et elles sont enfermées dans des stéréotypes, et il faut changer ça. Mais pour les femmes, c'est encore plus difficile. Parce que ça coupe, et je crois qu'on l'a entendu dans l'interview qu'on vient de passer, ça coupe le droit à être libre dans la construction du soi. Et là, du coup, je rebondis sur ce que dit Zé, et ce qui m'a sauvé Simone de Beauvoir à son époque. On ne n'est pas femme, on le devient. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Et pour continuer sur comment on peut intervenir sur l'éducation, déjà, il faut arriver à avoir conscience de ça. Quand la jeune femme, la jeune sportive nous dit moi j'ai décidé, moi j'ai eu envie, je pense qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, il faut croiser un événement, il faut croiser quelque chose. Il doit y avoir un révélateur dans le chemin de l'enfant qui se construit, qui l'amène à percuter en disant mais en fait, moi c'est pas ça que je veux et c'est ça. Et un de ces révélateurs essentiels, fondamentaux, c'est le sport. Parce que le sport vous met dans une situation de liberté totale, dans l'intégrité de la personne, avec votre physique, votre corps, votre cœur, votre tête, votre intelligence. Tout est mobilisé dans le sport pour construire votre personnalité. Et donc, un des facteurs qui peut enclencher la prise de conscience de mais qui j'ai envie d'être, mais qu'est-ce que c'est pour moi la liberté, qu'est-ce que je ressens quand je suis moi, c'est le sport. Et ça ne devrait pas passer après l'histoire, la géographie, les maths et la lecture. Ça devrait continuer dès le premier pas de l'enfant, fille ou garçon. Voilà. Et ça devrait être un continuum. Et ça devrait être essentiel. Ça ne devrait pas faire 2 heures de sport par semaine à l'école. Voilà, ça devrait être beaucoup plus important que ça. En tout cas, ça devrait être dans une conscience que c'est essentiel pour la construction du soi. Voilà, donc pour les filles, en tout cas, c'est une réalité et c'est un révélateur, vraiment. Et il faut qu'elles puissent, à un moment donné, croiser l'événement qui va les amener à refuser de se conformer. Parce qu'elle le dit, la jeune fille. On finit par se conformer. Et qu'est-ce qui déclenche, entre guillemets, la révolte? Qu'est-ce qui fait que je dis, mais non, mais moi, je n'ai pas envie d'être ça, j'ai envie d'être autre chose? Le sport, par exemple. Alors, vous êtes en mute, Béatrice. Excusez-moi, en effet. Juste rebondir par rapport à ce qu'a dit Nicole et Melvin. Donc, Melvin Debat, qui est handballeuse, elle a dit qu'il faut avoir du courage pour transgresser, pour aller au-delà justement de ces cases dans lesquelles on essaye de nous enfermer, hommes et filles, hein, on vient de le dire. Il ne faut pas seulement du courage. Et c'est un moyen de lutter, bien sûr, c'est l'éducation. Nicole, ça passe par l'éducation physique et sportive. Faire du sport, on apprend aussi ces choses-là. Mais aussi que dans le sport, parfois ça peut enfermer. Hein. Il y a du sexisme également dans le sport qui se fonde sur les stéréotypes de genre d'ailleurs. Mais il y a une autre variable qui est importante, et c'est pour ça que les webinaires sur ces questions-là sont fondamentales, c'est la connaissance. Déjà, avoir conscience de que les choses existent, de savoir y mettre un nom, de savoir les définir, de connaître un petit peu comment ça fonctionne, c'est déjà faire un pas en avant. On ne peut pas lutter contre quelque chose si on ne sait pas comment ce quelque chose fonctionne. Moi, si je prends mon cas personnel, la chose qui m'a le plus ouvert les yeux sur le monde qui nous entoure, c'est le monde de la connaissance, c'est en particulier la sociologie. C'est qu'à un moment donné, vous voulez dépasser les choses qui existent, vous voulez dépasser une réalité qui existe pour en construire une nouvelle. Encore faut-il savoir comment cette réalité sociale qui existe, comment est-ce qu'on peut la déconstruire pour en construire une nouvelle. Et donc, il n'y a pas seulement le courage, bien sûr qu'il faut de l'audace, qu'il faut du courage pour transgresser des stéréotypes de genre. Et je crois que les dames qui sont ici ont eu ce courage-là, bien évidemment, de le faire.
Mais il y a aussi le savoir. Le savoir permet aussi de faire avancer. Ce n'est pas moi qui le dis, Nelson Mandela le disait, il savait pertinemment que ce qui pouvait faire changer l'humanité, c'était l'éducation. Et donc là, on en va arriver à un thème, et je vais laisser la parole à d'autres, mais la question de l'éducation est fondamentale. Je voudrais terminer sur l'éducation en vous lisant ce petit extrait d'interview de Michel Perrault, qui est une historienne du féminisme et des femmes, un petit extrait de ce qu'elle a déclaré là, en avril 2021. Je pensais devoir élever mes filles de façon féministe. Aujourd'hui, je veux plutôt m'empêcher de projeter sur elles des stéréotypes, qu'elles soient libres de choisir leur activité sans avoir à prouver quoi que ce soit. C'est en éduquant autrement les garçons qu'on abolira la domination masculine, pas en imposant aux filles de se montrer plus fortes, plus résistantes ou plus prudentes. L'avenir, selon moi, c'est la reconstruction des masculinités. Donc, contrairement à ce que l'on pense, de ce que dit ici Michel Perrault, c'est que bien sûr qu'il faut avoir une action du côté des petites filles, bien sûr qu'il faut transmettre certains messages aux femmes et aux jeunes et aux petites filles en particulier. Mais c'est surtout, et elle a raison d'insister là-dessus, ce sont les masculinités qu'il faut changer. C'est-à-dire l'image et les stéréotypes de genre qui sont accolés aux hommes, l'image que l'on a d'un petit garçon. C'est là surtout qu'il faut agir. Parce que pour les petites filles, je pense que dans l'éducation, on commence justement à leur faire comprendre qu'elles peuvent dépasser les limites qu'elles souhaitent. En revanche, chez les petits garçons, ça reste encore beaucoup plus rigide, beaucoup moins évolutif. Et donc, c'est là qu'il va falloir insister. Expliquer à tous les petits garçons, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit de ne pas vouloir faire du foot si tu as envie. Et de ne pas te retrouver dans une situation comme plein de garçons se retrouvés dans des villages, dans des quartiers où, parce qu'ils ne voulaient pas faire du foot, ont été traités de pédés, de femmelettes ou de tout ce que vous voulez. Là aussi, et c'est là, à mon avis, en effet, qu'aujourd'hui, la prochaine étape, pour moi, elle est là aussi. Aurélie, Vanessa, vous voulez rajouter quelque chose sur cette vision qu'a partagée Béatrice, Nicole et Melvin ? Aurélie, tu n'as pas ton micro ouvert. On s'y fait pas, ou alors c'est que c'est vendredi. En tout cas, merci Vanessa de m'avoir alertée, j'allais parler dans le vide. Oui, forcément, ça fait toujours à réagir, surtout que en fait, on se dit que même en 2021, c'est encore très ancré, hein, que malheureusement, même si les choses évoluent, que en fait, malheureusement, on est encore que les stéréotypes ont la vie dure, hein, qu'il y a encore toujours ce sexisme ambiant sur les garçons le football, les filles la danse. J'ai encore eu une visio ce matin où une personne a osé dire de toute façon le foot c'est pas pour les filles. Donc autant vous dire que sur ma chaise j'ai bondi. Donc je pense foncièrement qu'il y a un vrai travail d'éducation, de former, mais en fait il y a toutes des générations à déconstruire. Autant les jeunes aujourd'hui ont un autre rapport à l'égalité, autant les certaines générations d'avant, je ne dis pas que je suis si jeune que ça, mais je dirais qu'il y a une autre formation à faire. En fait, on ne va pas réinventer l'histoire, on va pas, mais il y a des stéréotypes qui nous accrochent trop, en fait. Et c'est très difficile, malheureusement, en fait, on parle d'éducation, de formation, mais quand on voit aussi la place du sport aujourd'hui, dans l'éducation nationale ou la part du budget sport du gouvernement, là on se pose la question de est-ce que la France est une culture sportive. Donc je pense que pour moi ça part de là, donc c'est pour ça que ça me fait toujours un peu réagir. C'est déjà est-ce qu'on est une nation sportive avant de parler d'éducation. Ouais, si je peux rebondir du coup sur ce qu'a dit Aurélie, juste pour partager mon expérience, parce que moi j'ai joué au foot depuis que je suis toute petite. Et en fait, j'y pensais l'autre jour, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que moi j'ai toujours joué au foot. J'ai des photos, j'avais 1 an, à peine je marchais, je jouais au foot. Et en fait, je me rappelle que quand j'étais en maternelle, je jouais au foot avec les garçons, mais je pense qu'on m'a jamais rien dit en fait. Et c'est quand j'ai changé de cours de récré, que là, en fait, on a commencé à me dire, t'es une fille, sors du terrain, quoi. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est que quand on est tout petit, on ne sait pas qu'il y a des stéréotypes, parce que les garçons et les filles, les tout petits, les 2-3 ans, ils jouent au ballon, ils tapent dans un ballon, quoi, c'est normal pour eux. Mais en fait, c'est quand tu grandis qu'il y a peut-être les plus grands qui vont leur dire « Ah non, c'est pas pour les filles, donc tu bouges, quoi ».
Et je pense que c'est ça, c'est à partir d'un certain âge, en fait, que se créent, enfin, rentrent dans le cerveau les stéréotypes. Alors, ça peut être à l'école, et je pense que c'est très, très fort à l'école, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'entourage, mais c'est la réflexion que je me faisais. Moi, pour ma part, du coup, je restais sur le terrain, même si on ne voulait pas me donner le ballon, je restais toujours sur le terrain, parce que je disais, non, moi, j'ai le droit de jouer. Mais je pense que c'est lié à l'entourage. Parce qu'en fait, quand j'avais 7 ans, je regardais le foot avec mon père. Et mon père, en fait, m'a cherché un club de foot. Et j'avais la chance, j'habitais dans le Vaucluse, qui a un club de foot féminin, un des seuls en France, Monteux, ça s'appelait, juste à côté de chez moi. Donc mon père m'a inscrit au foot. Et maintenant, je le sais parce que je m'en suis jamais rendu compte quand j'étais plus jeune. Mais il me disait, tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande et tout. Et en fait, je me rendais pas compte. Mais le fait que mon père, il m'ait inscrit au foot, il aille voir tous les entraînements, il m'amène à tous les matchs, pour moi, c'était normal de jouer au foot. Donc en fait, quand les garçons à l'école me disaient, tu joues pas avec nous, leur disais, bah si, enfin, c'est normal, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui est difficile. C'est pour une fille, par exemple, qui veut faire un sport comme le foot et dont les parents lui disent, ben non, tu peux pas. Les garçons à l'école lui disent, tu peux pas. Il faut quand même avoir une sacrée force de caractère et une sacrée audace pour continuer. Et je pense que ça a brisé quand même pas mal de rêves. Et je pensais à quelque chose, c'est que tout à l'heure, vous disiez, c'était intéressant ce que disait Béatrice sur le fait qu'il fallait aussi travailler aussi sur l'image des garçons et tout. Mais pour moi, les changements, ils vont aussi venir des hommes, des garçons, des hommes. Et je pense à quelque chose, un mouvement qu'il y a eu la semaine dernière, que vous avez sans doute vu, qui s'appelle c'est Miss Ma Passion. C'est une joueuse de foot c'était une joueuse de foot du club du Real qui a en fait elle a mis une photo pour féliciter un de ses coéquipiers parce qu'ils avaient gagné un match et elle a mis sa photo et elle a mis la photo du joueur et elle a marqué Miss Ma Passion. Et en fait, elle s'est fait insulter de tous les noms comme c'est pas possible. Elle a carrément retiré son tweet tellement elle était dégoûtée. Et en fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que le joueur, il a pris sa photo, il a posté sur Twitter avec sa photo et il a remarqué Miss Ma Passion et il lui a dit, en gros, ne laisse personne te dire que tu peux pas faire quelque chose que tu veux, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, ça a été repris par les footballeurs du Real Madrid, ça a été repris par d'autres clubs et ça a été repris dans d'autres sports. Et j'ai trouvé ça juste génial parce qu'en fait, je pense que les footballeurs sont tellement... Je suis désolée, je me sens sur le foot parce que c'est mon sport, mais les footballeurs sont tellement suivis par les plus petits, les plus jeunes, que pour moi, s'il y a un footballeur hyper connu, qui a une communauté énorme, qui dit c'est normal que tu joues au foot, et voilà, bah, les petits vont se dire ah bah ouais, un tel il a dit ça, donc ça veut dire que c'est normal qu'une fille joue au foot, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi au-delà de l'éducation, tout ça, il y a aussi le rôle des personnes qui ont de la visibilité et des communautés qui sont suivies, des sportifs, de se mobiliser parce qu'ils n'y pensent pas forcément, mais je pense qu'ils ont un gros rôle à jouer. Alors, si je peux me permettre, excusez-moi Vanessa, mais un peu casser votre perception des choses, ça pose la question de savoir comment se construisent les stéréotypes de genre. Et effectivement, c'est bien que des hommes aujourd'hui interviennent, je ne dirais absolument pas le contraire, mais ça ne suffira pas pour lutter en profondeur sur la question de ces stéréotypes de genre. Parce qu'il faut que tout le monde comprenne que ces stéréotypes de genre, contrairement à ce que vous venez de dire, non, ils ne se construisent pas seulement à l'âge de 6-7 ans. Nicolas Barre a dit dès que la femme est enceinte. Bien sûr que oui, et vous voyez, je me suis levée pour vous présenter ce petit livre qui est un classique en sociologie, du côté des petites filles de Elena Johnny Bellotti, qui explique, qui est un livre extraordinaire, qui a une méthode ethnographique. Elle a suivi des mamans et des papas qui allaient devenir parents. Elle a suivi les mamans depuis le moment où elles étaient enceintes jusqu'au moment où les enfants avaient 6-7 ans. Donc, elle les a suivis pendant, vous voyez, 8 années quasiment. Plein de familles. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que dès l'instant où la maman est enceinte, il y a déjà transfert de stéréotypes de genre dans la façon dont on met les mains, dans la façon dont on va lui parler au bébé qui est dans le ventre. On ne lui parlera pas de la même façon, avec la même intonation, selon que l'on sait si c'est un garçon ou une petite fille. On ne lui fera pas écouter éventuellement de la même musique, de la musique douce pour les filles. Oh, de la musique un petit peu plus bruyante pour les garçons. Ben Dieu, il faut qu'ils soient actifs. Cette construction des stéréotypes de genre, dites-le-vous bien, elle commence donc dès le moment où on est fœtus. Et ces stéréotypes de genre se construisent tout au long de notre vie, au travers en effet de toutes les interactions interpersonnelles que nous avons
avec tous les gens qui nous entourent. C'est ce qu'on appelle des lieux, des temps et des espaces de socialisation en sociologie. La socialisation, c'est le processus par lequel on intériorise justement ces stéréotypes de genre. Et là, ils sont multiples. Et c'est ça qui fait toute la difficulté dans notre société contemporaine, qui est radicalement différente de celle qui existait il y a 50 ou 100 ans, où ça aurait été beaucoup plus facile à l'époque de lutter contre les stéréotypes de genre si le contexte social avait été favorable. Aujourd'hui, le contexte social est favorable, sauf que la socialisation est très complexe aujourd'hui, parce que nous avons, dans notre société complexe, nous avons multiplié les moments de socialisation, multiplié les espaces et les lieux de socialisation. Il y a la rue, il y a les enfants à l'école, il y a la famille, il y a les loisirs. Donc, on a multiplié comme ça des lieux où, justement, on véhicule des stéréotypes de genre. Et vous parlez du sport, mais le sport ne fait que ça, véhiculer des stéréotypes de genre, au travers des vêtements qu'on nous propose, au travers des créneaux qu'on nous propose, au travers des activités qu'on nous propose, au travers de la façon dont c'est filmé, du temps d'antenne. Tout dans le sport véhicule les stéréotypes de genre. Quand je suis dirigeante et que je me mets en colère ou que je lève la voix et que quelqu'un me dit « Oh, fais pas ta dictatrice », alors que quand c'est un homme qui le fait, on ne lui fait pas cette remarque. Dans le sport, c'est le domaine où il y a le plus de stéréotypes de genre. Donc, les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles n'y paraissent. Alors, bien sûr que les hommes ont un rôle à jouer, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, qui élève les enfants? Qui les éduque? L'école. Donc, il faut former les enseignants. Et là, je voudrais quand même que Nicole nous raconte l'expérience des ABCD de l'égalité, qui était une excellente initiative. C'est vers ça qu'on doit aller aujourd'hui. Et je terminerai juste par une autre expérience qu'ont fait des sociologues il n'y a pas très longtemps. L'article est paru dans Sciences sociales et sport l'année dernière, en 2020. J'ai eu le plaisir d'évaluer le texte avant qu'il paraisse, sur les jouets qu'utilisent les enfants de maternelle, moyenne et grande section. Donc, on est avec des enfants de 3, 4 ans, 5 ans maximum. Et là, on voit que déjà, ils ont intériorisé tous les stéréotypes de genre au travers de l'éducation qu'ils ont reçue dans leur famille, à l'école, avec leurs copains ou leurs copines quand ils jouent dans la cour d'école. Donc, non. Les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraissent. Et c'est d'ailleurs parce qu'elles sont beaucoup plus complexes qu'on galère depuis 21 siècles pour essayer de faire en sorte qu'on soit à égalité. Donc, ne soyons pas… ce que j'ai envie de vous faire passer, moi, comme message, c'est pour ça que j'insistais sur la connaissance. Parce que si, encore une fois, on a des connaissances insuffisantes pour faire évoluer les choses, on va aller vers des dispositifs et des discours simplistes qui n'annihileront pas du tout en profondeur toutes ces questions-là. Et dans 20 ans, on recommencera la même chose. Et on recommencera, une nouvelle génération arrivera et on fera les mêmes constats. C'est pour ça que je dis ça avec véhémence. Pourquoi? Parce que moi, je vois dans les formations que l'on donne à l'université, etc., on enlève les sciences humaines et sociales. On les enlève au profit de disciplines techniques comme la gestion, comme l'économie, comme le marketing, comme la com. Et où on voit comment fonctionne le monde, comment on voit comment fonctionne notre réalité sociale, comment on voit comment se construit ces stéréotypes de genre, au travers de disciplines qui, hélas, disparaissent de nos formations. Donc moi, je suis plutôt inquiète. Je suis plutôt inquiète pour l'avenir. Vous parlez des jeunes aujourd'hui. Arrêtons de les englober dans les jeunes. Il y a des jeunes, effectivement, quand je parle de mes étudiants, ouais, c'est une génération qui a évolué. Eux, les stéréotypes de genre, ils les mettent un peu de côté. Mais ce n'est pas tous les jeunes. Ce sont des privilégiés, eux. Allez dans certains quartiers, allez dans certains villages. Vous allez voir si les jeunes, ils reproduisent tout autant les stéréotypes de genre, même parfois plus fortement que des personnes, des gens qui ont 60, 77 ans ou 70, 80 ans aujourd'hui. Donc, moi, le message vraiment que je veux faire passer, c'est ça. Les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Sans un minimum de connaissances en sociologie, en anthropologie, je suis désolée, on ne pourra pas combattre les stéréotypes de genre en profondeur. Il faudrait que les profs soient formés aussi à ça. Parce absolument. Alors, Nicole, raconte les ABCD de l'égalité. Oui, et surtout pourquoi, en fait, c'est pas abouti, quoi. Pourquoi exactement, Nicole, raconte. Alors, bien sûr, la connaissance, c'est une évidence. Je viens de parler de Simone de Beauvoir, Véloti, je l'ai lu quand j'étais jeune aussi. C'est des révélateurs et ça permet effectivement de prendre conscience. Après, je partage ce que disait Vanessa. J'ai réalisé, moi aussi, à un moment donné, dans mon engagement, que il fallait se diriger vers les plus petits. Parce que justement, il y avait de la place, il y avait de la tendreté, et qu'ils étaient encore en capacité d'être malléables et qu'on puisse éventuellement leur apporter d'autres choses que ce qu'ils ont déjà commencé à intérioriser.
Et c'est pour ça que moi, je me suis dirigée vers les 4-6 ans pour faire un travail avec eux. Mais j'ai très vite réalisé aussi qu'il fallait que j'ai une double lame. Il fallait que je propose aux enfants des activités qui leur permettent de remettre en question, de s'autoriser à remettre en question ce qui paraît être une évidence et à laquelle ils sont déjà commencés à se conformer, et en même temps de travailler sur les adultes qui sont autour, parce que eux, évidemment, si vous ne changez pas ça, ils vont continuer à avoir des injonctions, des attentes, les enfants le sentent, et il va être dans la possibilité pour eux de faire leur propre chemin et leur propre choix. Voilà, et c'est pour ça que moi, je partageais tout à l'heure cette idée que je m'intéressais autant aux petites filles qu'aux petits garçons, parce que si on veut vraiment changer durablement ce monde, il faut qu'ils avancent en même temps, et que depuis 20 ou 30 ans, on a non. On a pensé aux filles, on a fait plein de choses pour les filles, on a voulu booster les filles. Il y a quelqu'un qui a écrit, on fait toujours porter la responsabilité aux filles, et je partage. Moi, je dis non, on veut changer la société, adressons-nous à tous ceux qui font société, c'est-à-dire les hommes et les femmes ensemble, et donc commençons chez les tout petits, petites filles et petits garçons. Et pour les aider à prendre conscience, et là je rejoins encore Béa, leur donner la capacité de tout goûter, en fait. Pourquoi on fait des choix pour eux dès le départ? Donnons-leur toutes les possibilités de goûter. Et que filles ou garçons, et chacune et chacun ira chercher ce qui correspond le mieux à son enthousiasme, à ses attentes et à ses envies. Alors pour la formation des adultes autour, bon, effectivement, j'ai mis en place un projet qui s'appelle Passe la balle, c'était à Bagneux, à Paris, à Toulouse. Donc, j'obligeais la formation des adultes autour, tous, et ça a été transposé grâce à l'intervention de deux ministres, mais notamment Najat Vallaud-Belkacem. Elle a transposé ça dans le cadre du plan de 3e génération de l'égalité femmes-hommes. À l'époque, c'était le gouvernement de François Hollande, Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et avec l'éducation nationale, ils ont inscrit, éduqué à la lutte contre les stéréotypes dès le plus jeune âge, éduqué à l'égalité. Et ça a donné une action qui s'appelait les ABCD. Les ABCD, c'était 10 académies, 600 classes. Et alors, on a été attaqué sur « Mais les enfants, qu'est-ce que vous faites aux enfants? La théorie du genre, Butler et tout ça, je ne connaissais même pas, moi. » On nous a attaqué sur les enfants. Alors que nous, notre objectif dans les ABCD d'égalité, c'était la formation des enseignants. On était en train de préparer des formations des encadrants et des enseignants pour que dans leur posture professionnelle, ils soient interpellés, pour qu'ils prennent le temps de s'arrêter un seul instant, qu'ils dépassent leur maîtrise technique, que je ne remettrai jamais en question, leur capacité à être dans la pédagogie, parce que c'est leur métier, mais pour les interpeller personnellement. C'était ça la vraie révolution. Dire, mais vous, madame, vous, monsieur, bon, beaucoup madame, hein, c'était les petites classes, hein, vous, madame, vous, monsieur, à titre personnel, regardez ce que vous êtes, regardez qui vous êtes, et tentez de casser ça, parce que sinon, dans votre posture professionnelle, vous allez continuer à répercuter les stéréotypes. Aucun budget exceptionnel, la formation des enseignants, elle est connue. Aucune obligation de détruire les outils. Non, tous les outils sont bons si l'enseignant est en posture positive par rapport à son message et par rapport à l'enseignement qu'il veut passer. Juste être capable de dire que dans un outil, quand on dit qu'on travaille sur E de TE et qu'on dit ben, les garçons font des pirouettes, les filles font des omelettes, ça ne me dérange pas, à condition que l'enseignant dise hop, et est-ce qu'on peut dire que les garçons font des omelettes et les filles des pirouettes? Et donc, dans cette vigilance permanente, on peut immédiatement commencer à changer le monde. Et ce qui est extraordinaire avec le fondement de l'éducation nationale, c'est que là, je m'adresse à toute Vanessa, Aurélie, tout le monde, on travaille sur toute une génération. C'est énorme, c'est ça qui est fantastique. C'est qu'on travaille avec tous les enfants, de tous les endroits, de tous les quartiers, de toutes les origines sociales, en même temps, sur ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, enfin pour le monde qu'on veut, je pense, un monde à égalité, de droit, une égalité réelle, Najat Vallaud-Belkacem l'a bien précisé, une égalité réelle et pas simplement juridique, où chacune et chacun fera son propre chemin, explosera son potentiel, son talent, servira sa vie et servira la société ensemble. Voilà. Une anecdote à laquelle on a assisté avec Nicole, on était intervenu dans le sud de la France, dans le sud-ouest, il y a quelques années. Nicole, tu te souviens, dans une salle de cinéma, on avait passé un reportage sur ton association. Et il y a une dame qui est intervenue à la fin, donc c'était devant des lycéens et des collégiens. Et il y a une inspectrice qui est intervenue à la fin et qui nous a raconté cette anecdote où elle disait, donc elle est chargée en tant qu'inspectrice d'aller voir ce que les enseignants du primaire font. Et un jour, il y a une dame qui fait faire du sport à ses élèves, donc d'école primaire. Hein.
Et elle était sur la piste d'athlétisme et il fallait qu'ils courent. Donc, elle avait séparé les garçons et les filles. Donc, il y avait d'abord les garçons qui couraient. Et donc, les garçons se mettent à courir. Et là, elle entend, je crois que c'était un prof, ce n'était pas une institut d'ailleurs, qui dit allez les gars, allez, plus vite, tu peux y aller, allez. Et puis, arrive le tour des filles. Et les filles commencent à courir. Et là, l'institut fait soufflez bien, allongez bien votre foulée, respirez bien. Donc, voilà. Là, voilà comment on transmet un stéréotype de genre sans le vouloir et de façon inconsciente. Mais C'est ça qu'en effet que la formation, bien évidemment de tous et toutes, des parents, en passant par les enseignants et par tout le monde, est fondamentale. Et là, on voit bien dans cet exemple qu'en réalité, pourtant la personne était diplômée, elle était institutrice, elle ne savait pas ce qu'était un stéréotype en fait. Elle ne savait pas ce que c'était un stéréotype. j'ai eu le cas avec un prof de sport au lycée. Donc, enfin, vous savez sûrement, mais au sport, c'est toujours les mêmes sports qu'il y a à l'école, c'est toujours de l'athlétisme et tout. Et un jour, le prof de sport a décidé de nous faire du foot. Donc, j'étais ravie, en fait. Et en fait, il est arrivé donc ça a duré 3 mois. Première séance, il arrive, d'un côté les filles, d'un côté les garçons, on sépare en deux. Vous prenez ce terrain, vous prenez ce terrain. Et là, je fais, mais pourquoi vous faites ça, quoi? Et il me dit, bah non, je vais noter les filles et je vais noter les garçons. Donc, je vais avec les filles. Et en fait, il nous laissait entre nous jouer. Donc, moi, je prenais le ballon, j'allais marquer, je revenais. Au bout d'un quart d'heure, je vais le voir et je lui dis, mais moi, je veux jouer avec les garçons. Enfin, ça fait 6 ans que je joue au foot, je ne veux pas jouer avec les filles. Je suis la seule à savoir jouer au foot. Et déjà, pourquoi vous n'avez pas mélangé? Il me dit, bah, c'est moi qui décide et tout. Et il me dit, non, non, tu restes avec les filles. Je lui dis, ben non, je ne vais pas rester avec les filles. Donc, j'insiste. Il me dit, OK. Il me dit, tu vas jouer avec les garçons, tu seras noté comme un garçon. Et en fait, à la fin du semestre, donc moi, j'ai dit, OK, ben, tant pis. Enfin, j'ai pas envie de rester là à rien faire, à attendre que le ballon arrive à faire une passe, quoi. Et à la fin du semestre, je récupère ma note, 10. Les filles avaient 19. J'ai dit, mais pourquoi vous m'avez dit 10? Il me dit, ben, je t'ai noté comme un garçon, comme tu voulais jouer avec les garçons. Et en plus, il avait dit ça devant tout le monde, quoi. Et j'ai trouvé ça mais incroyable, quoi. Enfin, bon, bref. Moi, je me pose du coup une question, en fait. Je me dis que souvent, on dit que les filles ne doivent pas être traitées comme les garçons, qu'il doit y avoir quand même un traitement différent. On ne va pas se leurrer, filles et garçons, on est différents. Sauf que les filles ont quand même foncièrement besoin d'avoir ces moments entre elles pour tourner vers de la mixité. Les femmes entre elles, les filles et les femmes entre elles, ont besoin de se retrouver ensemble, d'être plus confiantes entre elles, comme les hommes ont besoin d'être entre eux, ou les garçons, hein, c'est une question de virilité, de rapprochement sexué. Mais pour moi, je me pose vraiment la question de... j'ai l'impression qu'on n'en sortira jamais, en fait, de ces stéréotypes et de ce sexisme, puisque finalement, hommes et femmes, on reste foncièrement différents, on est conçus différemment. Donc, est-ce que les filles et les garçons doivent finalement être traités différemment? Ben, pour moi, oui, puisque dans un sens, on a quand même besoin que les filles soient qu'entre elles et les garçons qu'entre eux. Et même si on les sépare, enfin, on les mélange, les filles se retrouvent entre elles et les garçons entre eux. Donc, voilà, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas de réponse, mais je pose ça là. Mais c'est vrai que suivant avec ton témoignage, du coup, ce que tu disais, Vanessa, avec voilà, ce que Béatrice et Nicole révélaient sur l'éducation, sur le traitement donné aux filles et aux garçons, moi, je me pose vraiment cette question-là et je me suis posé la question quand j'ai créé même le magazine Les Sportives, quand je l'ai appelé Les Sportives, je me dis, est-ce qu'il faut encore se cantonner à faire un magazine que pour les femmes, en fait, alors qu'on parle des hommes aussi? Est-ce que, comme le mot sport au féminin, et là, c'est vrai que je restais sans voix depuis tout à l'heure à essayer de comprendre aussi vos points de vue. Et la question, je me suis vraiment dit, mais en fait, on n'arrête pas de dire qu'il faut traiter les filles différemment, qu'il faut, disons, traiter tout le monde de la même manière, filles ou garçons, mais en soi, les filles ont quand même besoin de se retrouver entre elles et les garçons entre eux. Enfin, voilà, moi, ça me pose vraiment question et je me dis qu'il n'y a finalement pas de solution. C'est adapté à chaque situation, mais je pense qu'on n'aura jamais la clé pour ouvrir finalement la question à cette grande réflexion, mais ça dépend des situations. Et est-ce que dans le sport, c'est le cas? Les filles ont besoin d'être entre elles aussi dans le sport? Oui, Tu alors, l'as dit, il faut s'adapter, en fait. c'est une super question parce que c'est le fond du problème. Et c'est bien pour ça que ça a posé souci aux ABCD de l'égalité. C'est parce qu'il y en a qui ont cru qu'on voulait faire des filles, des garçons, des filles, que derrière, il y avait la peur de l'homosexualité. Attention, nos garçons vont devenir des homos, les filles vont devenir lesbiennes.
quelle société on veut. Ça pose aussi cette question-là derrière tout ça. Alors, partons là encore une fois des bases, de la connaissance. Moi, j'apprends encore des choses. J'ai appris, voilà, pour la suite de mon livre, La suite du sexisme dans le sport. Je ne veux pas tout dévoiler ici, Aurélie, mais à tes questions, j'ai des réponses, des éléments de réponse. En tout cas, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse, mais des éléments de réponse qui ne sont pas donnés d'ailleurs forcément par moi. Mais c'est des questions auxquelles nous allons devoir répondre tous ensemble. Et je crois que Nicole a donné une partie de la réponse. Qu'est-ce qu'il faut? On a été dans une société d'abord trop rigide, où certains et certaines se sont sentis un peu trop enfermés. Et on a essayé d'en sortir, mais à quel prix? On a dû toutes payer un prix. Et certains hommes ont dû payer un prix pour être sortis des cases. Ce que l'on souhaite aujourd'hui, ce que vous semblez dire tous et toutes, c'est qu'on essaye d'avoir une société où on soit plus libre de faire et d'être ce que l'on veut. Être plus libre d'être qu'entre filles, être plus libre d'être qu'entre hommes, ou d'être plus libre d'être entre hommes et femmes. Peu importe, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa taille, son poids. On veut une société où les barrières soient plus souples, tout simplement, et moins étanches. On veut une société où on puisse traverser des frontières sans pour autant en subir les conséquences néfastes et handicapantes. Voilà, je pense que c'est ça que l'on veut aujourd'hui. C'est ça que, enfin moi en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et pour ça, en effet, on est obligé d'assouplir et de se débarrasser des stéréotypes de genre. Peut-être pour en construire d'autres qu'on combattra, que d'autres générations combattront dans 200 ans. On n'y est pas encore. Ce qui est certain, c'est que les stéréotypes de genre, les catégories, les casques qui ont été construits pendant les millénaires qui nous ont précédés ne nous conviennent plus. Ça, c'est une certitude. En tout cas, ne conviennent plus à un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, les connaissances nous ont permis d'avancer. On sait maintenant qu'il n'y a plus deux sexes, contrairement à ce qu'on nous a appris, moi, ce que j'ai appris à l'école, ce que vous avez appris à l'école. Non, il n'y a pas que des hommes et des femmes, ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il y a une catégorie non binaire aujourd'hui qui apparaît. Il y a des queers, il y a des gens qui naissent petits garçons, mais qui souhaitent devenir filles, et inversement. Il y a des gens comme Caster Semenya qui naissent de façon hyper androgyne, peu importe. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est merde, excusez-moi d'être vulgaire, hein. Mais il n'y a pas qu'un homme et une femme, il n'y a pas que le sexe mâle et femelle. Eh ben non, eh ben non. Donc déjà, ça, il faut le digérer. Déjà, ça, il faut le digérer. Mais du coup, ça part de là, au-delà du champ sportif dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis l'éducation, c'est aussi transversal à tout ce qui est les cours de biologie, SVT, mais ça part de là. Mais il n'y a pas de travail, à ma connaissance, qui soit beaucoup plus, comment dire, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de transversalité entre aussi des matières qui sont enseignées, en fait, par exemple? Bien sûr qu'il faut ça. Il faut aussi faire des efforts de vulgarisation. On va loin là. Mais les scientifiques que nous sommes, les chercheurs et les chercheuses, ça vient aussi, c'est de leur faute. On n'a pas assez vulgarisé les travaux. C'est qu'à un moment donné, il faut rendre accessible cette connaissance. C'est ce que j'ai voulu faire au travers justement du sexisme dans le sport. Alors, ça ne fait pas avancer ma carrière, hein, parce que les scientifiques disent que tu as écrit, c'est pas bien. Mais au moins, on essaye de rendre accessible une connaissance au plus grand nombre, que ce soit par l'intermédiaire d'ouvrages, que ce soit par l'intermédiaire, comme le faisait Nicole avec les ABCD de l'égalité, qui rendait, ou de ses interventions, rendre accessible une connaissance pour faire réfléchir, pour faire prendre conscience, faire réfléchir. Et une fois que tout le monde aura bien réfléchi, on va pouvoir co-construire ensemble une nouvelle société où tout le monde sera plus libre. Donc oui, c'est pour ça que ceux et celles aujourd'hui, y compris dans le sport, qui veulent imposer la mixité. D'abord, la mixité, ça commence à partir de combien? Moi, je pose la question, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Deuxièmement, les hommes ont été ensemble dans le sport pendant un certain nombre de temps. Les femmes aussi, tu l'as dit Aurélie, ont envie parfois de… Ouais, moi, j'ai bien été contente de faire mon sport qu'avec des nanas. Je me suis bien éclatée avec mes copines et je n'aurais pas voulu qu'il y ait des garçons. Mais il y a aussi des gens, c'est les pratiques loisirs où les gens aiment bien être mélangés, filles et garçons en même temps. Pourquoi pas? Bref, que tout le monde soit libre de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est ce côté-là qu'il faut casser. C'est ce côté rigide des stéréotypes de genre qu'il faut casser. Voilà, ça c'est ma première réponse. Ça ne suffira pas l'éducation, ça ne suffira pas la connaissance. Il faut aussi, et moi j'en viens à mon dernière chose, mettre en avant des rôles modèles, comme on dit dans notre jargon en sociologie, mettre en avant des personnalités masculines ou féminines qui cassent les codes et qui cassent ces stéréotypes de genre. Moi, quand je vais vous citer un exemple, mais alors qui va sortir peut-être de ce qu'on a l'habitude de citer, Griezmann. Griezmann, quand il se fait une coupe de cheveux avec des tresses ou ça, et ben moi, la première chose que je fais, c'est que je montre ma photo à des petites filles, et là, elles disent, des petites filles, elles disent, c'est une fille. Et là, je montre l'autre côté, je fais, non, regarde, c'est un garçon. Ah bon.
Voilà, et bien ça, vous voyez, ça paraît pas grand-chose. Antoine Griezmann qui se coiffe soi-disant comme une fille, ça paraît pas grand-chose, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est en montrant des modèles, alors ça, c'est pas vraiment un rôle modèle, mais vous avez compris l'idée que je voulais ici transmettre, c'est de montrer des gens qui cassent les codes. Oui, ça, c'est extrêmement important. Montrer des gens qui cassent les codes. Arrêtons de montrer des gens qui ne cassent pas les codes et qui restent dans le moule. Ça ne sert à rien à part leur faire de la pub et faire qu'ils en profitent bien eux-mêmes. Mais montrons des gens qui cassent les codes. Montrons amplement des Serena Williams. Montrons des Megan Rapinoe. Montrons des gens qui cassent les codes et arrêtons de montrer des gens qui sont dans le moule et qui en les montrant, ne servent que leurs propres intérêts. Mais j'avais vu une phrase passer sur les réseaux sociaux une fois qui m'a marquée, que je retiens tout le temps, c'est tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut créer, en fait, il faut montrer ce qu'on croit qui n'existe pas parce que ça va permettre de s'identifier. Et je me rappelle, j'avais été juste avant le Covid l'an dernier à la Global Sports Week à Paris. Et j'ai des étudiantes qui sont venues me voir parce qu'elles suivaient mon blog. Et elles m'ont dit, il y en avait 2 qui voulaient travailler dans le milieu du foot. Et elles m'ont dit, j'aimerais bien travailler dans le foot, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent dans le foot. Et en fait, je leur ai dit, ben non. En fait, c'est juste que tu les vois pas, mais il y en a à tous les étages. Alors, il n'y en a pas tout en haut, il y en a très peu, on va dire. Mais je leur ai dit, si, il y en a dans les services, dans la com, dans le marketing, dans la finance. Et là, je me suis dit, mais en fait, vu qu'elles ne sont pas dedans, elles ne le savent pas. Donc, elles ont l'impression qu'elles vont arriver dans un club qui n'a pas de femmes. Alors que c'est absolument pas le cas, quoi. Donc, c'est ça, il faut vraiment, pour permettre de s'identifier, il faut qu'il y ait des rôles modèles. Et surtout, il faut les montrer, quoi. Parce que si tu ne montres pas, on croit que ça n'existe pas et que ce n'est pas possible. Donc, il faut montrer que c'est possible, quoi. Moi, je voudrais rajouter 2 choses pour rebondir sur le questionnement d'Aurélie. La première fois que tu m'as demandé pourquoi ça s'est arrêté, voilà, on va partager ça. Ça s'est arrêté parce que les religions s'en sont mêlées. Parce que les catholiques et les musulmans se sont ligués contre les ABCD par rapport à ce que disait Béa tout à l'heure, en disant que nous nous attaquions aux enfants, et je vous ai expliqué que ce n'était pas ça l'objectif. Et que nous allions transformer leur orientation sexuelle, voilà. Et quand tu dis les religions, certains courants de certaines religions, certains courants de religions, voilà. La religion musulmane ou toute la religion catholique. Hein, voilà, Moi, ce que j'arrive pas à comprendre dans ce projet, c'est qu'il était quand même bien avancé aussi politiquement, hein, parce que tu avais un vrai travail avec le ministère de l'Éducation nationale. Et pourquoi, d'un seul coup, il y a les mouvements religieux qui s'en sont aussi mêlés, en fait, dans un pays laïque. Ça revient, enfin, moi, je me pose énormément de questions en ce moment, donc je vous les partage. Au lieu de faire un partage d'expérience, je me pose des questions. Parce que tu vois l'extrémisme qui vient se montrer de façon légitime, alors qu'il fut un temps peut-être, ils n'auraient peut-être pas osé être aussi extrémistes, et ça me prouve à quel point le sujet sur lequel nous sommes aujourd'hui, merci les Luminatieuses, est essentiel, c'est politique, éminemment politique, il y a un blocage qui dure depuis des siècles, et malgré le mouvement qui se met en place, toutes les énergies que nous mettons à dire, faisons de sorte que nos enfants soient libres, heureux, qu'ils choisissent, qu'ils se construisent, et cassons un peu tous ces stéréotypes, il y a des oppositions farouches parce que ça explique une domination des rôles qui sont répartis et qu'il y a des tas de gens qui ne veulent pas que ça change. Et ils se fichent pas mal qu'on leur dise il y a des petites filles, des petits garçons qui seront fermés dans leur construction de personnalité. Ils veulent conserver leur organisation, leur pouvoir et ne rien changer au fonctionnement. Ouais, mais il y a la peur du changement et la peur de casser les habitudes. Il n'y a pas seulement cette peur de casser. Alors là aussi, les mouvements de la deuxième vague, le système. La première vague féministe nous donne des enseignements, Aurélie. Connaître aussi l'histoire des féministes, c'est intéressant à cet égard-là. Il y a, comme le dit Nicole, il y a des pouvoirs que certains protègent. Oh, faut être conscient de ça. Derrière, il y a le patriarcat. Derrière, il y a du lobbying. Mais oui, non, mais on peut dire ce que l'on veut, mais c'est une vraie réalité et contre laquelle on se bat aussi quand on a la chance, comme moi ou Nicole, d'être dans les coulisses parfois du pouvoir. C'est ça notre réalité aujourd'hui. Moi, je le vois, je le vis. Je peux vous garantir que les ministres concernés de l'époque, excuse-moi Béa, mais les ministres concernés de l'époque, y compris le gouvernement de l'époque, même s'il les a arrêtés et que quelque part, ça me fend le cœur, quoi. Franchement, comme tu dis, Aurélie, c'est un pays laïque. Comment on a pu céder? C'est parce que des politiques se sont emparés de ce mouvement pour s'en servir contre l'action du gouvernement, alors que dans tous les programmes politiques de tous les partis politiques en France,
alors, je ne connais pas trop celui du Front National, mais il y a ce thème-là. Il y a lutter contre les stéréotypes, éduquer les enfants à l'égalité, tout ça. Ça y est dans tous les programmes politiques, c'est unanimement partagé. Mais ils ont eu un intérêt politique à ce moment-là de le faire et ils s'en sont emparés. Et ça s'est arrêté alors que Najat Vallaud-Belkacem, elle était enchantée. Vincent Peillon, je suis sortie de son bureau la veille où ils allaient annoncer la fin de l'ABCD. Vincent Peillon, dans son bureau, me disait on va continuer l'ABCD et il a été remercié. On a mis un autre ministre à sa place parce que le mouvement prenait trop d'ampleur politiquement. Donc, c'est pour montrer à quel point on a du boulot aussi à faire en résistance. Voilà, pour résister à ces pressions, à ces pouvoirs, à ces trucs cachés qui font qu'on ne peut pas avancer. La deuxième chose que je voulais répondre à Aurélie, dit oui, on a besoin d'être entre filles ou entre garçons. C'est une conséquence. C'est une conséquence des stéréotypes que tu as vécu dès le ventre de ta maman. Parce que quand tu te retrouves à prendre conscience, comme disait Vanessa, à 7, 8, 9 ans, des différences qu'il y a entre les filles et les garçons, et que tu as construit ta personnalité en fonction de ça, eh ben, tu n'as pas envie de te retrouver dans un groupe, et ça, elle a dit plusieurs fois, où tu vas être stigmatisé, infériorisé, dévalorisé, et voire rejeté. Donc, qu'est-ce que tu fais? Personne n'a envie de ça. Mais les filles vont entre elles, et les garçons qui sont dans leur truc à eux vont entre eux. Et moi, je pense que l'idéal, c'est qu'il y ait des filles et des garçons ensemble, parce qu'ils en ont envie, parce que l'activité s'y prête, parce que c'est leur façon de se construire, et puis des moments où il y a des filles ensemble, des garçons ensemble, et puis des moments où aussi, ne serait-ce que par amitié, des amitiés qui se créent entre des filles et des garçons en mixité, ou alors des amitiés avec des garçons seulement, la liberté du choix. Et aujourd'hui, quand tu dis on a envie d'être entre filles et on a envie d'être garçon, je ne sais pas si je vais choquer, mais ce n'est pas une liberté, hein. C'est une conséquence. C'est quelque chose qui a été construit. Et ça arrive depuis le plus jeune âge et ça te poursuivra toute ta vie. Voilà, c'est le chemin que tout le monde va faire. On a été bavarde, hein, pardon. Merci mesdames, c'était très passionnant d'écouter ce dialogue entre vous quatre. Je propose de vous montrer une équipe qui a décidé de s'unir entre femmes, parce que bon, ça a été un collectif qui a été construit comme ça autour du cyclisme. Donc je donne la parole à la team L. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Chloé Leclerc, j'ai 24 ans et dans le cadre de mon master en développement culturel des territoires, je réalise mon stage de fin d'études pour développer la communication du Team L. Donc pour démontrer qu'il existe des initiatives pour le cyclisme féminin, je vais vous présenter notre association. Nous sommes une association indépendante depuis 2018 et nous œuvrons pour le cyclisme féminin sur les territoires des Pays de la Loire, aussi bien sur le côté sportif que sur le côté social. Donc sur le côté sportif, nous avons une équipe de division nationale 1 créée en 2016 par le comité régional de cyclisme des Pays de la Loire afin de permettre aux jeunes athlètes d'accomplir leur carrière sportive tout en restant dans leur club d'origine. Donc, nous sommes une entente de 16 clubs faisant partie de cette région. Notre équipe, le Team L Groupama Pays de la Loire, est composée de 11 athlètes. Elle court notamment pour la Coupe de France des clubs N1 qu'elles ont gagné pour la première fois en 2020, mais aussi d'autres compétitions sur le territoire national. Nous avons également un pôle formation, au sein duquel a été créée en 2018 une structure d'encadrement et de formation. Donc c'est l'unique structure de ce type en Pays de la Loire pour les féminines, puisque nous accueillons des athlètes de la 4e aux études supérieures afin de les former pour intégrer notre équipe N1 ou d'autres structures de haut niveau, tout en leur permettant de poursuivre leur cursus scolaire ou leurs études. Nous sommes donc en relation en partenariat donc avec le CREPS des Pays de la Loire, mais aussi des établissements scolaires de la région nantaise. Du côté social, donc, nous développons 2 gros projets, notamment notre projet d'utilité publique qui entre dans la lutte contre les violences sexuelles dans le monde du sport. Un projet mené par Luna, notre service civique aux côtés de Marion. Donc le but est d'intervenir dans les clubs de la région afin de sensibiliser sur ces sujets tabous mais pourtant malheureusement d'actualité et aussi de donner des clés pour agir et réagir face à ces sujets.
Et enfin, je terminerai par présenter notre projet qui se nomme Du vélo pour elle. Donc, ce sont des actions territoriales que nous menons sur le territoire ligérien pour le développement de la pratique du vélo au féminin. Donc, un projet qui rentre dans le cadre de l'impact de l'appel à projet Impact 2024 qui a été ouvert en 2020 par l'Agence nationale du sport, Paris 2024 et le Comité olympique national et sportif français. Donc ce projet permet d'intervenir dans les collectivités sur 3 jours où nous proposons divers ateliers, une balade, donc des ateliers comme une sensibilisation, la réparation du vélo, remise en selle, etc. afin de réduire les freins liés à la pratique du vélo chez les femmes. Et donc ce projet a été donc labellisé par la fondation Aïsmia, ce qui permet de certifier que ce projet est très engagé, notamment pour le développement du cyclisme féminin, du vélo au féminin et de sa visibilité. Donc toute l'équipe remercie les Lumidacieuses pour cette invitation. Et puis ensemble, continuons à œuvrer pour le développement du cyclisme féminin. Prenez soin de vous. Merci. Donc, nous avons été ravis effectivement de pouvoir passer cet échange de cette association, ce groupement de cyclistes. Et c'était justement un moyen aussi de montrer un exemple d'un groupement qui essaye justement par ses activités à œuvrer pour casser les stéréotypes de genre et donner une visibilité et entre guillemets un courage à ces jeunes filles dès le plus jeune âge à rentrer dans le monde du cyclisme. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ce que j'ai présenté et d'autres initiatives que vous avez en tête aussi passionnantes. Donc, je vous donne la parole, mesdames, et puis on va conclure après. Oh, ben moi, j'ai rien à rajouter. Juste aller écouter les podcasts de Melvin Debat, Hand Papers, ils sont comme ça. C'est une joueuse de handball qui fait des podcasts avec d'autres joueuses de handball, mais aussi maintenant qui s'est ouvert à d'autres sports, et notamment avec les basketteuses. Allez-y, les femmes qui se prennent en main, qui prennent en main leur destin, c'est très intelligent, allez les écouter. Oui, c'est de très beaux exemples de rôle modèle, et je pense que c'est de ce dont on a besoin aussi dans cette éducation dont vous avez largement évoqué, c'est de retrouver ces rôles modèles, quels que soient nos âges et nos étapes dans la vie de femmes, de savoir s'enrichir de ces rôles modèles. Nicole, peut-être un mot aussi? Alors moi, je vais participer à une action qui s'appelle Échappée belle, avec une association qui s'appelle La Vie en Rose. Et comme vous savez que je suis une fervente défenseuse de la mixité, c'est pour faire du sport à des adolescents, et ce sera donc avec du vélo, et il y aura un parcours qui va partir de la Bretagne et qui va descendre juste chez moi, par ici. Et je trouve que c'est très, très intéressant de se poser cette question aussi, encore plus maintenant dans ce contexte d'enfermement de la sédentarité des adolescents. Donc voilà, je vais monter sur un vélo et je vais faire cette démarche dans l'idée de dialoguer avec les jeunes. Et puis, vous me connaissez maintenant, à chaque fois de les interpeller sur l'égalité, les filles et les garçons ensemble, et de transmettre toujours cette image où on doit se construire en fonction de ce que l'on est et non pas de ce qu'on attend. Voilà. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat sur l'invisibilité des femmes. Donc, on a parlé des rôles modèles. Moi, je contribue depuis 1 an maintenant au développement du club Femmes ici ailleurs, parce que justement, c'est un endroit, un magazine où on ne fait que ça, parler de toutes ces femmes partout, dans quel que soit le domaine, qui font des choses à côté ou très très loin, mais qui sont engagées pour changer le monde. Et je suis vraiment fière de pouvoir en parler là et de faire en sorte qu'ils grandissent le plus possible, avec un objectif qui est de remplir le Stade de France. 85 000 places, donc vous pouvez rentrer, il y a du monde. Et puis, je serais ravie d'accueillir des personnes qui voudront bien développer avec moi ce magazine, faire partie de mon équipe, qu'elles me fassent des passes et que je puisse leur faire des passes pour marquer un but, le but de l'égalité. Bravo. Bravo. Aurélie, un mot peut-être sur la Fondation Mia et dire comment on peut se rapprocher de vous si on a des projets à mettre en avant. Oui, ça tombe très bien. C'est vrai que quand tu posais la question sur des projets qui nous venaient à l'esprit,
moi, j'en ai plein qui se mélangent d'un seul coup. C'est vrai qu'à la Fondation, on reçoit de plus en plus de projets, et dont ceux qui ont été présentés, qui ont été labellisés. Je vois aussi de nombreuses initiatives dans le chat qui ont été labellisées aussi à la Fondation Alice Miller. On a un comité de sélection qui se réunit très régulièrement, justement pour labelliser tous ces projets en faveur de la mixité, du sport, du développement de la pratique féminine, de la médiatisation. C'est une labellisation. Il y a aussi des appels à projets pour financer ces projets. Donc, la Fondation, en fait, ne se met pas de limites dans le développement du sport au féminin et de l'égalité et de la mixité. Et aussi, tous ces projets qui me viennent à l'esprit de par le média Les Sportives, où on accélère aussi grandement la visibilité sur les projets, les initiatives, toujours autant de portraits, de reportages, de sujets de fond, à la fois des sujets de fond pour lever les freins, pour lever les tabous, et aussi pas mal de portraits inspirants, donc pour à la fois inspirer et aussi lever les barrières. Donc voilà, à la fois sur la Fondation et ma double casquette sur les sportives. Mais voilà, j'en profite pour remercier, parce que je n'ai pas vu Nicole depuis super longtemps, puis comme je sais que c'est les mots de la fin, que je n'avais pas vu depuis super longtemps, et que ça me fait plaisir d'écouter et qu'on puisse partager aussi ce moment. C'est toujours aussi des moments pour nous de ces conférences, ces webinaires, pour se retrouver un petit peu au-delà des événements qu'on peut plus faire. Donc voilà, ça me permet de faire un clin d'œil à tout le monde. Et puis pour un petit mot de conclusion, n'hésitez pas à envoyer vos projets, ces très beaux projets qu'on reçoit vraiment très régulièrement à la Fondation, qu'on se fait un plaisir de lire, d'accompagner, même si ce n'est pas labellisé dans un premier temps. On accompagne pour co-construire, justement, pour qu'on puisse améliorer et accompagner ces projets. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de découvrir tous ces projets, tous ces témoignages, et puis n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer plein. Vanessa? Oui, en parlant de projet, moi j'en ai un sur le foot pour promouvoir le foot féminin depuis 1 an et demi, mais j'ai énormément procrastiné. Je ne sais même plus si c'est le mot procrastiner. Donc voilà, je savais pas que vous aviez des appels à projets et tout, Aurélie, donc c'est super à savoir. Ensuite, pour le mot de la fin, moi je suis ravie d'avoir échangé avec vous, c'était super intéressant, et ravie d'avoir rencontré, en virtuel du coup, Béatrice, parce que je suis beaucoup ce qu'elle fait aussi sur les réseaux, Aurélie et Nicole aussi, c'est déjà croisé. Mais en tout cas, c'est top. Et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas chacun, je pense, peut agir à son petit niveau. Donc, à suivre sur les réseaux sociaux des sportives, des équipes féminines, acheter les sportives, vous abonner, acheter des livres sur le sport féminin, soutenir en fait tout simplement celles qui essaient d'avancer et gagner en visibilité, parce que c'est l'oral de chacun en fait, et même si c'est des petits pas, c'est toujours des petits pas, ça permet d'avancer. Et voilà, et si dans l'audience il y a des étudiantes ou des personnes qui veulent travailler dans un milieu qui est dit comme dans un sport qui est dit comme masculin, j'ai envie de dire, rien n'est impossible, hein. Au pire, si vous avez pas, si vous vous dites qu'il y a personne qui l'a fait avant vous, vous serez la première personne à le faire. Donc voilà, faut croire en ses rêves, et faut avancer, et faut vraiment essayer de faire des choses, même si elles paraissent impossibles. À partir du moment où il y en a un qui le fait, c'est que c'est possible. Donc voilà. Très bien. Bravo, merci mesdames. Donc les luminacieuses souhaitent continuer leur mise en lumière sur le sport au féminin, et on prévoit donc d'organiser une projection du film de notre chère amie qui était invitée la semaine dernière. Prenez soin de vous, merci. Notre chère amie qui était invitée la semaine dernière, Marie Lopez Vivanco, ainsi qu'avec le soutien de Patrick Chevalier, on souhaiterait faire une diffusion pour les luminacieuses du documentaire sportif Le parcours médiatique des combattantes. Voilà, donc c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc nous, on a vraiment apprécié en tant que luminacieuse ce beau documentaire qui met en lumière, comme on a parlé tout à l'heure, des invisibilités de ces sportives qui ont des handicaps, qui ont potentiellement, s'ils sont sur des sports dits masculins. Et donc, je pense que ça fait aussi partie de comment casser les stéréotypes de genre en mettant en visibilité régulièrement ces personnes. Et donc, c'est un sujet qui nous tient forcément très à cœur, et j'espère
on pourra bientôt vous communiquer le lieu et qu'on aura surtout l'occasion de pouvoir faire quelque chose pour se rassembler parce qu'on a eu l'honneur, les Lumidacieuses, depuis le mois de février, de recevoir beaucoup de personnes pour échanger sur cette thématique du sport au féminin. Et donc, on est ravis, en tout cas, de tout ce temps que vous avez pu nous donner et ce plaisir de prendre le temps avec une communauté qui, à la base, n'est pas une communauté sportive. Donc, je sais que c'était un appel que vous avez toutes accepté de prendre. Et donc, merci beaucoup. Vous êtes toutes passionnantes et je pense qu'on pourra donc retrouver les replays des différents webinaires et surtout rester en contact avec ces belles intervenantes parce qu'elles font des choses régulièrement et il y a beaucoup de choses à faire. Et si on s'unit, on arrivera à faire passer les messages de Béatrice parce qu'effectivement, ça part de très loin, c'est très profond et c'est pour ça que tous ces stéréotypes n'ont pas de valeur avec les métiers ou les activités, mais sont vraiment des stéréotypes ancrés et c'est important de les déconstruire, quel que soit notre contexte personnel. Voilà, c'était le mot de la fin des Lumidacieuses. Merci. Merci. Merci Sabine. Merci à tous. Merci à toutes. Bonne continuation tout le monde. Merci à toutes, merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés. Merci à vous. Merci aux Lumidacieuses. Merci tout le monde. Bonne continuation. Merci. Au revoir. À bientôt pour d'autres aventures. Ouais, exactement. Oui. Le monde est petit, on se recroisera sûrement, je l'espère. C'est une certitude, Sabine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci les participants et à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Merci à vous.